Bonjour, je suis Laetitia Barlerin, vétérinaire pour Road to Cinema. Laetitia Barlerin, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. On est très heureuse que tu sois parmi nous. Ton visage nous est tous familier car tu es la star des vétérinaires à la télévision. Tu es chroniqueuse pour Samedi à tout prix, présentée par Thomas Hill, anciennement La Quotidienne sur France 5, mais aussi sur TF1, où on t'a beaucoup vu dans La vie secrète des chats, une émission iconique, ou encore Animostar. Comment elle est née cette vocation ? Je l'ai eu toute petite, ma vocation pour les animaux. Il paraît qu'à 5 ans, je voulais être vétérinaire et je ne savais pas du tout ce qu'était ce métier. Mais j'avais une idée fixe, c'était être vétérinaire, m'occuper des animaux, soigner les animaux. Et ça, voilà, pendant toute mon enfance, je n'avais que ça en tête, je n'avais pas d'autres métiers en tête. Et c'est vrai que quand j'ai passé le concours vétérinaire, j'étais la plus heureuse des filles parce que voilà, je faisais mon métier passion. Mais je suis passée aussi à autre chose, c'est-à-dire le journalisme, parce que pour moi, vétérinaire, c'est un métier qui a plusieurs facettes et on peut faire vétérinaire, bien sûr, des consultations en clinique, on peut faire des chiens, des chats, des vaches, etc. Donc on apprend tout ça. Mais on peut aussi servir la cause animale et soigner des animaux d'une autre façon. J'ai appris qu'en étant journaliste, en parlant au grand public, je pouvais faire de la prévention et aider non seulement pour que l'animal ait une bonne santé, mais aussi aider pour la relation entre l'homme et l'animal. Alors justement, en parlant d'aider, d'accompagnement, tu as aussi la casquette de consultante animalière et c'est ça qui va énormément nous intéresser chez Road to Cinema. Tu accompagnes des lectures de scénarios, des films. Tu as notamment accompagné des films comme Boule et Bill, Le Renard et l'Enfant, Les Vétos. En quoi ça consiste concrètement ce métier ? Le vétérinaire a comme rôle, en tout cas moi je le pense, d'assurer le bien-être de l'animal. Dans le cas par exemple des Vétos, le film Les Vétos, on m'a contacté parce que Julie Manoukian, qui est la scénariste et la réalisatrice du film, en était à l'écriture de ce film et voulait un avis d'expert vétérinaire pour voir d'abord si les situations étaient de vraies situations, si les dialogues étaient bons ou pas d'un point de vue technique, et si elle n'avait pas fait d'erreur parce qu'elle voulait être au plus près du métier. Et ça, j'ai adoré ça, c'est se dire que moi, je vois beaucoup de téléfilms ou de films où on voit des vétérinaires et je dis mais c'est pas possible, ils connaissent pas le métier, c'est pas du tout ça, on parle pas comme ça, cette maladie n'existe pas ou alors c'est du n'importe quoi, parce qu'ils n'ont pas de consultant vétérinaire tout simplement. Et elle voulait un consultant vétérinaire, donc elle m'a demandé de l'assister d'un point de vue technique, bien sûr. Concernant les autres films, alors ça c'est encore autre chose. Là, j'ai été missionnée par la Fondation 30 millions d'amis qui a créé ce qu'on appelle le visa cinématographique de la Fondation 30 millions d'amis, qui est un visa qui a pour but de garantir lors du tournage d'un film que les animaux qui sont acteurs dans le film ont été bien traités de A à Z. Que ça soit lors de la préparation du film, c'est-à-dire le dressage de l'animal, que ça soit pendant le film. Et mon rôle dans ces films-là, c'était d'aller sur le tournage, d'aller voir les dresseurs pour savoir comment dresser l'animal, donc qu'il n'y ait pas bien sûr de violence sur l'animal, qu'il n'y ait pas de mal-être de l'animal, comment l'animal tourner, s'il avait un petit peu comme les enfants des pauses, si aussi le fait qu'il soit fatigué, c'est un élément qui faisait qu'il ne tournait pas. Et à la fin, je regardais le scénario aussi pour savoir dans certaines scènes comment on faisait. Par exemple, si l'animal était blessé dans la scène ou s'il mourait par exemple ou s'il passait à travers une vitre. Après, je faisais un rapport et le rapport, je disais oui ou pas au visa. Donc j'ai fait Le Renard et l'Enfant de Luc Jacquet, Boule et Bill, où il y avait bien sûr des animaux acteurs. Et c'est là où je donnais le visa qui était mis en avant sur l'affiche pour dire les animaux ont été bien traités pendant le film. Alors bien souvent, on a cette petite ligne à la fin du film en disant les animaux ont été bien traités. Mais finalement, il faut y faire attention, c'est ça ? Ouais. Il faut faire attention. Par exemple, aux États-Unis, c'est là où est née cette idée pour la Fondation 30 millions d'amis, c'est qu'il y a une association qui, elle, est presque dans tous les films où il y a des animaux et qui donne un visa ou pas et qui garantit que pendant le tournage, l'animal acteur a été bien traité, qu'il n'a pas souffert, qu'il n'a pas été contraint parce qu'il y a eu des dérives. Le problème, c'est que pendant des décennies dans le cinéma, on utilisait l'animal comme un
un élément du décor. Que ce soit les producteurs, les réalisateurs, voire même les dresseurs, bon, ils l'utilisaient. Donc, s'il était blessé ou malade, ça fait rien. Voir s'il mourait, parce qu'il faut savoir quand même que dans les westerns, il y a eu énormément de chevaux morts pendant le tournage, donc morts pour le tournage, sans compter les chevaux blessés par les cascades, etc. Mais c'était secondaire dans le cinéma, jusqu'à ce qu'il y ait eu, jusqu'à ce que des associations de protection animale dénoncent ces pratiques et qu'il y ait eu cette association qui donne son visa et qui visite vraiment le plateau pour savoir si l'animal est bien traité. Et je pense qu'en France, c'est ce qui manque et que ce visa de la Fondation 30 millions d'amis est peu utilisé. C'est dommage. Parce que il y a des vrais professionnels, des vrais dresseurs qui vraiment sont bienveillants avec l'animal, qui ne maltraitent pas l'animal, qui font une éducation, parce que c'est plus de l'éducation du dressage, positive de l'animal. Et à côté, il y a des filous qui cassent de l'animal, qui maltraitent l'animal. Et ceux-là font tourner certains animaux. Ils ne sont pas dénoncés jusqu'à ce qu'il y ait, à mon avis, il va y avoir du buzz autour des vidéos qui vont circuler autour de la maltraitance animale sur les films. Alors justement, qu'est-ce qui pourrait vraiment pêcher? Qu'est-ce qui vraiment est innégociable sur un tournage? Donc, il faut d'abord que le réalisateur travaille en amont avec le dresseur pour savoir qu'est-ce qui est faisable ou pas faisable. Si c'est pas faisable selon le dresseur, soit on change le scénario, soit on fait appel aux effets spéciaux. Donc ça, déjà, c'est un travail en amont. Et non pas le réalisateur dit non, mais moi je veux que l'animal il soit dans l'eau et qu'il se noie. Bon, voilà. Et si le dresseur dit non, voilà. Il faut savoir négocier. Un petit peu comme les enfants qu'on fait tourner, l'animal, ça doit être vraiment comme l'enfant, c'est-à-dire qu'il doit être dans des bonnes dispositions pour tourner et le réalisateur doit être à l'écoute du dresseur qui doit dire non, là, pas aujourd'hui, pas ce matin, ou dans 1 heure ou dans 2 heures. Voilà, on décale un petit peu le tournage de l'animal pour son bien-être et ça, c'est important. Tout comme le dresseur doit exiger que l'animal n'attende pas au soleil, avec la chaleur ou dans le froid, etc. et qu'il y ait des dispositions pour que l'animal soit bien. De toute façon, c'est comme l'acteur, si l'animal n'est pas bien, l'animal ne joue mal ou ne donne pas tout ce qu'il a à donner. Et ça, c'est vrai. Et ça, vraiment, tous les dresseurs me l'ont dit. Si l'animal se sent bien, s'il est en confiance que ce soit un animal sauvage ou un animal domestique, s'il se sent en confiance sur le plateau, il donne le meilleur, il est naturel. Et le réalisateur veut un animal qui fasse des choses naturelles, et non pas le pitre ou le cirque sur le plateau. Est-ce qu'il y a des moyens, ou en tout cas, est-ce qu'il y a des signes en tant que spectateur pour reconnaître un animal à l'écran qui ne va pas très bien? Finalement, c'est compliqué. S'il n'y a pas ce visa, on peut vite être trompé, en fait. C'est vrai, parce qu'il faut bien connaître le comportement de l'animal, parce qu'il y a des signes du mal-être de l'animal à l'écran. On le voit plus, par exemple, sur les vidéos des influenceurs. Par exemple, là, on voit des signes. Par exemple, l'animal qui arrête pas de bâiller, qui arrête pas de se lécher la truffe, qui a les oreilles en retrait, qui essaye de pas regarder la caméra comme ça. Ça, c'est un signe de mal-être. Alors certes, on le voit pas taper l'animal, mais c'est un signe de mal-être. Évidemment, c'est très important le bien-être animal derrière la caméra, mais je pense qu'aussi la représentation de l'animal, en tout cas ce qui dégage dans la société. Quelle est sa représentation aujourd'hui du chien, par exemple, au cinéma? Alors, la première fois qu'il a eu un rôle, le chien, c'était avec Charlie Chaplin et ça s'appelait, je crois, Une vie de chien. C'était dans les années 20, le premier vraiment film en noir et blanc où on voyait un chien qui avait vraiment un rôle. En fin de compte, c'est toujours la même représentation qu'a le chien dans les films. Jusqu'à Hachi, ça a été l'animal fidèle qui attend son maître jusqu'à la mort. C'est vraiment là, on était vraiment, ça fait pleurer. Mais en fin de compte, ce qu'on veut avec le chien, c'est créer de l'émotion. Mais le cinéma, c'est ça, c'est créer de l'émotion. Et dans tous les films où on met un chien, il crée de l'émotion et surtout de la tendresse. Donc au début, le chien était un petit peu le faire-valoir de l'homme. Après, il a été la vedette du film parce qu'on s'est vite aperçu qu'il éclipsait un petit peu l'acteur. Et puis après, il était tellement la vedette du film qu'on lui mettait une voix humaine. Donc ça a été d'autres films. On a humanisé les animaux. Voilà, ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'il pensait comme l'homme, voire il avait des paroles comme l'homme. Et c'est vrai, il y a eu des Disney comme ça où on voyait le chien qui parlait, qui pensait, voilà. Il y a le côté positif et le côté négatif. Le côté positif, c'est que ça donne une image du chien
qui est bienveillante. Donc c'est bien parce que dans la société, c'est un peu le reflet du chien aujourd'hui dans la société, c'est que c'est pas seulement le chien, l'animal utile, comme il a été pendant longtemps, c'est vraiment l'animal qui est bien pour l'homme, qui fait du bien à l'homme. Et c'est vrai que quand on regarde ces films, ils nous font du bien, ces chiens qu'on voit dans les films. Le côté négatif pour moi, c'est que c'est toujours l'animal, on enjolive un petit peu le chien. Il n'y a pas vraiment d'éducation, par exemple la prévention. Voilà, c'est l'animal gentil, toujours gentil, il est beau, il est gentil, il est mignon, il adore l'homme, il fait des bisous, machin. Donc je trouve que c'est un peu trop idéalisé pour le chien. Il n'y a pas vraiment dans le cinéma de sensibilisation à la relation entre l'homme et l'animal, sensibilisation à l'éducation du chien, faire attention aussi au chien, parce que le chien peut aussi mordre. Et puis surtout, ça crée aussi des effets de mode. Par exemple, les 101 Dalmatiens, on a eu la mode des Dalmatiens. Boule et Bill, on a eu la mode des cockers. Dans Game of Thrones, on a eu la mode des huskies. Donc ils ont fait reproduire ces chiens, mais ils ont fait reproduire avec beaucoup de consanguinité. Et du coup, on a eu vraiment des problèmes parce que l'image de Boule et Bill, c'est un cocker qui était super gentil. Et le problème, c'est que on a eu toute une lignée de cockers méchants parce qu'il y avait beaucoup de consanguinité. Puis pareil, les enfants, ils ont dit « Oh, le cocker, c'est gentil, parce que dans le film, il est gentil. Donc, oh, je vais voir un cocker, il se faisait mordre. » Donc, il y a ce côté pervers aussi de l'animal à la mode, enfin du chien de race à la mode. Mais bon, le chat, c'est pas du tout la même chose, parce que le chat, il a été très vite associé dans les films aux sorcières. En fin de compte, c'est le chat du Moyen-Âge. On avait peur, il regardait, on savait pas trop si... Voilà, ce mystère autour du chat, ce chat un peu diabolisé. Et ça a été longtemps dans les films, c'était ça. Après, bon, grâce à Disney, bon, c'est devenu un peu le chat gentil quand même, avec les aristochats, voilà. Mais c'est vrai que les chats sont beaucoup moins présents dans les films que les chiens. Bon, après, il y a une histoire peut-être aussi de dressage, mais c'est surtout, voilà. Mais ça vient. Et justement, comment on fait pour... si on avait un conseil à donner à des jeunes cinéastes qui veulent parler d'animaux, moi par exemple, je pense instantanément par exemple aux requins qui ont été longtemps diabolisés par le cinéma et on sait qu'il y a eu des rafles de requins assassinés parce que le requin est méchant. Mais je pense que le cinéma peut raconter de nouvelles histoires. Oui. On peut encore... Il faut créer de l'émotion au cinéma et l'animal, c'est vraiment le super acteur pour créer de l'émotion. Parce que rien qu'à le voir, un chat par exemple, il fait que des bêtises, il suffit de le filmer, bon, voilà, avec les lolcats, ça nous fait du bien, mais il le fait naturellement en plus ces bêtises. Donc ça crée de l'émotion. Un chien crée de l'émotion parce qu'il est empathique, parce qu'il protège, parce qu'il sauve des vies et tout de suite on voit, voilà. Si vous voulez créer de l'émotion au cinéma, prenez un animal, quoi. Mais, et ça je dis bien, mais il faut bien connaître l'animal. Comment on fait pour que le chien soit comédien? Est-ce que c'est comme les humains, il faut des cours d'acting ou est-ce qu'on est acteur chien? Alors moi j'ai beaucoup posé des questions aux dresseurs. Alors d'abord les vrais dresseurs n'aiment pas le mot dresseur parce que dresseur ça veut dire autorité. Alors qu'aujourd'hui les dresseurs au cinéma, pas du tout, ils sont pas du tout comme ça. Ils sont plutôt là pour faire un comportement à un animal, mais qu'ils le veuillent bien. Ils sont dans la bienveillance. L'animal, s'il n'a pas envie de tourner, il ne tourne pas. Et ça, ils le savent. Donc, et puis s'il a envie de tourner, il tourne et il donne le meilleur. Bien sûr, il y a une phase de dressage avant le film, parce qu'ils sont dans certaines situations, certaines scènes, qu'ils répètent plusieurs fois, machin, nanana, d'aller à un point A, d'un point A à un point B. Ça, ils le répètent 10 000 fois, avec toujours de la récompense, que ce soit par la voix, par des friandises. Mais ils le font si l'animal est prêt à le faire, même en répétition. Certains dresseurs m'ont dit, il y a des animaux, ils sont faits pour ça. C'est-à-dire, ils arrivent sur le plateau, ils se disent, super, je vais jouer devant la caméra. Et ils ne donnent le meilleur que quand la caméra tourne, et que ça soit l'animal sauvage ou l'animal domestique. Donc, il y a des animaux acteurs qui ont ça dans le sang, un petit peu comme nous les acteurs, enfin comme les humains acteurs, et ils donnent même parfois plus. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait dans Le Renard et l'Enfant, il y avait une scène où le renard devait s'arrêter, ou même c'était un lynx aussi qui devait s'arrêter devant la caméra et repartir. C'est très difficile de faire du statique
pour un animal sauvage. Un animal sauvage est toujours en mouvement parce que voilà, soit c'est un chasseur, soit c'est une proie, donc il ne doit pas rester fixe. C'est plus facile sur un chien. Et ben, dans Le Renard et l'enfant, à un moment, il y avait une scène où le renard devait rester, voilà, pas bouger. Ça avait été répété, mais il ne bougeait pas une seconde, quoi. Le temps, il fallait vraiment prendre ce moment-là. Et là, il est resté très longtemps et il a posé devant la caméra. Et le dresseur ne sait pas pourquoi, mais c'est à ce moment-là qu'il a tout donné. Merci Laetitia pour tous ces conseils très très précieux. Avant de faire de nos animaux peut-être des animaux stars ou acteurs, on peut peut-être commencer par ce guide, bien dans ses pattes. Qu'est-ce qu'on y trouve dedans exactement? Alors si on a le projet d'adopter un chien, ou si on vient d'adopter un chien, bien souvent on n'a pas le mode d'emploi du chien, alors qu'il vient bouleverser notre vie, qui va changer tout, même nos habitudes, mais on ne sait pas comment faire, comment l'éduquer, comment l'accueillir, comment le choisir aussi. Et donc ce guide donne beaucoup de clés pour comment choisir son chien, comment l'accueillir, comment lui donner la première éducation, comment bien le soigner, comment faire aussi s'il a des petits bobos. En tout cas, c'est un guide, voilà, c'est un peu un mode d'emploi du chien, ce qu'on n'a jamais quand on prend un chien. Donc voilà, c'est le guide pour les nouveaux acquéreurs d'un chien ou les futurs aussi. Bien dans ses pattes. Merci beaucoup Laetitia pour cette entrevue. C'était hyper passionnant, on a encore appris plein de choses et c'est vrai que c'était très intéressant de parler du bien-être animal, de sa représentation aussi au cinéma parce que finalement on aime tous les animaux mais voilà, il y a encore plein de choses à apprendre d'eux. Oui, et il y a une attente aussi des téléspectateurs qui veulent de plus en plus d'animaux parce qu'ils font partie de notre vie, donc mettez-le sur la caméra, sur l'image.